une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. 30 juin 2018, 58 ans d'indépendance. La RTNC revisite l'histoire du Congo et donne la parole aux grands acteurs. La première des chaînes revient sur les traces du colonisateur pour faire découvrir les vestiges de l'histoire commune. 30 juin, date événement sur la télévision du peuple. Une grande équipe pour vous servir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce deuxième plateau consacré au décryptage de l'histoire de l'indépendance de la RDC 58 ans après. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une page de cette histoire et pour en parler, nous avons grimpé à la colline inspirée pour rencontrer un historien connu du pays, le professeur Jean-Marie Moutamba. Avec lui, nous allons essayer de passer au peigne fin les 5 dernières années avant l'indépendance, mais aussi toute cette partie qui a précédé l'indépendance de la République démocratique du Congo. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Professeur, nous allons parler un tout petit peu des événements qui ont précédé l'indépendance, bien sûr avec la libéralisation des débats publics, mais il y a un nom qui revient plus, Van Bilsen. Qui est-il et comment est-il entré dans l'histoire de la RDC? Van Bilsen, c'est un Belge qui a travaillé au Congo à la fin des années 40. Disons après la guerre, il a vécu ici à Léopoldville, à Kinshasa, et par la suite il est rentré en Belgique, et en Belgique il était professeur à l'Institut d'Anvers, l'Institut universitaire d'Anvers. Mais il a eu le temps, en tant que journaliste, il a circulé en Afrique, il a vu qu'il y avait des changements qui s'opéraient en Afrique, mais qu'au Congo, c'était le statu quo, que ça ne bougeait pas beaucoup, et ça lui a donné une idée d'écrire un article pour une politique de changement. Il a écrit cet article, il a commencé d'abord par faire une conférence à l'Institut, il donnait cours, et il a fait une conférence et demandé une politique coloniale de changement. Ça, c'était donc en octobre 54. Retenez bien cette date, octobre 54. Un mois plus tard, il va remanier sa conférence et il va en faire un article qu'il publie un mois plus tard. Et ça, c'est donc en novembre 1954. En 1955, c'est le voyage que vous connaissez de Bwana Kitoko. C'était le triomphe, disons, du roi Baudouin. Mais lui avait toujours cette idée en se disant: on ne peut pas rester sur ce succès royal, il faut vraiment que la politique belge change. Il faut que la Belgique puisse se dédouaner vis-à-vis des pays qui étaient anticolonialistes. Et c'est ainsi qu'en décembre 1955, il va écrire un article qu'il intitule « Pour un plan d'émancipation ». Pour un plan d'émancipation. Il écrit cet article en néerlandais. Et en février, il va publier cet article en français. Donc il demande que la Belgique puisse formuler un plan de changement. Il faut former des élites, il faut penser à l'émancipation. La Belgique en 1949 avait déjà lancé un plan d'émancipation économique. Il fallait cette fois-ci lancer un plan d'émancipation politique. Donc il va le faire. Il va le faire en ce moment-là. En ce moment-là, on parle de Van Bilsen, mais on parle également de la BACO qui intervient et d'autres groupes par rapport à la libéralisation de débats publics. Est-ce qu'ils vont se contredire avec Van Bilsen ou qu'ils se sont pratiquement ralliés? Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Bon, donc nous disons que Van Bilsen a écrit son article en français en février 1956. Et les Congolais ne connaissent pas encore cet article-là. C'est un professeur de l'Ovanium, Joseph Niquez,
qui va en parler aux membres de Conscience africaine en disant mais vous savez, il y a quelqu'un qui parle déjà d'un plan d'émancipation politique, qu'est-ce que vous en pensez? Et les membres de Conscience africaine qui travaillent avec l'abbé Maloula, le futur cardinal, vont se prononcer sur ce plan en disant oui, nous sommes pour ce plan puisqu'on veut former des élites, mais à condition que nous soyons associés à ce plan. Alors, lorsque Conscience africaine s'est prononcée dans ce sens, l'autre mouvement qui existe ici à Léopoldville, à Kinshasa, c'est la BACO. La BACO va dire, disons, en prenant le contre-pied de Conscience africaine, en disant, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec les 30 ans. Nous voulons l'émancipation aujourd'hui même. Alors ces événements ont précédé les élections. Dans quelles conditions ces élections se sont passées? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y avait des élections transparentes en ce moment-là, les municipales? Oui, les municipales ont été organisées en décembre 1957. Et ces municipales ont été organisées dans trois villes, à savoir Léopoldville, Kinshasa, Elisabethville, Lubumbashi et Jatodville, Likasi. Ce sont les 3 villes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de contestation. On n'a pas eu de contestation. La BACO, on a su remporter les élections avec une majorité écrasante. Le problème s'est plutôt posé au niveau du Katanga, puisque les Katangais se sont dit que ça ne pouvait pas se faire, qu'il n'y ait aucun bourgmestre originaire du Katanga, mais on avait plutôt, disons, des Kassaïens et Luangi qui venaient du côté du Maniema, et donc c'est ça qui a poussé les Katangais à former la CONACAT, Confédération des associations ethniques du Katanga. Alors, professeur, revenons un tout petit peu à ce plan de Valbinsen. Si on fait les calculs, normalement, l'indépendance devait avoir lieu, devait intervenir en 84-85. Exact, oui, exact. Oui, mais ça, c'était ce que Van Bilsen avait lancé comme idée en disant faisons un plan. Nous avons déjà un plan décennal. Le plan décennal, c'était un plan porté surtout sur l'économie. Faisons maintenant un plan d'émancipation politique. Ce plan, nous l'étalons disons, nous allons étaler les années sur 30 ans en nous disant, dans 5 ans, qu'est-ce que le Congo va devenir? Dans 10 ans, qu'est-ce que le Congo va devenir? Dans 20 ans, qu'est-ce que le Congo va devenir? Et en prenant les 5 ans, nous disons, en 5 ans, le Congo aura besoin de combien d'officiers? Il aura besoin de combien de médecins noirs, officiers, des officiers noirs congolais. Donc il faut faire ce plan avec des objectifs précis et avec un timing, c'est-à-dire en fixant les années. Bon, ça ne s'est pas fait parce que tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Au niveau de la Belgique, les Belges, disons, ont combattu Van Bilsen en disant que c'était un cervelé, c'était un fou, c'était un bradeur de colonies. Ce sont des mots qui ont été employés, hein, des mots qui ont été employés. On a même parlé de l'évincé de la chaire qu'il animait à l'Institut universitaire. Donc Van Bilsen était mal vu par les Belges, puisqu'il a lancé son plan 55-56 et le roi venait de faire un voyage triomphal en 1955. Alors on se disait mais c'est pas possible, ce gars, ce type c'est un fou. Mais Van Bilsen n'était pas fou parce qu'il voyait, disons, il voyait qu'il y a d'autres pays africains qui étaient déjà devenus indépendants. Il voyait qu'il y a certains pays comme en Algérie, il y avait une guerre que les nationalistes algériens avaient lancée. Donc il voulait prévenir tous ces éléments en disant nous devons prendre le temps de former
les Congolais, les élites, de les mettre en confiance pour que ces Congolais soient toujours avec la Belgique. Et puis nous allons nous dédouaner au niveau des Nations Unies. On ne va plus nous traiter de colonialisme. Mais on revient quand même sur ces débats, professeur, avec ce que vous venez de décrire comme réalité en ce moment. Là, il y a à voir ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a le débat qui refait surface sur l'indépendance. Est-ce que l'indépendance n'a pas été acquise trop tôt? Bon, ce sont les jeunes maintenant qui disent que l'indépendance a été acquise trop tôt. Mais je dirais que pour vos aînés, ce n'était pas le cas. Il fallait voir, disons, les vexations, les traitements. La discrimination raciale. Vous savez qu'un Congolais ne pouvait pas aller sur le boulevard Albert Ier, boulevard Juin aujourd'hui, boulevard du 30 juin aujourd'hui, réservé aux Blancs. Vous savez que quelqu'un comme Lumumba est allé à Brazzaville en 1948, Lumumba est entré dans un café pour Blancs en 1948 et il se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Il ne pouvait pas demander de l'alcool, ou il demande un verre d'eau minérale. Alors il y a une Belge qui lui apporte de l'eau minérale, on le met dans un verre, il en prend un tout petit peu et puis il se demande bon, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va me chasser ou quoi? Et il reste là. Et puis il s'est dit non, c'est pas normal, et il est parti en laissant son verre à moitié vide, en se disant mais c'est pas possible. À Léopoldville, là, je n'aurais pas pu faire ça sur le boulevard Albert Ier. Mais ici, on m'a laissé entrer dans un café pour Blancs et j'ai bu. Donc, ici, il y avait vraiment la discrimination. Discrimination dans les relations sociales, discrimination en ce qui concerne les salaires, discrimination en ce qui concerne l'emploi. Vous savez que Thomas Kanza, qui est allé faire ses études en Belgique de 1952 à 1956, lorsqu'il rentre ici, il était avec des collègues à lui qui étaient sur les mêmes bancs de l'école que lui. Quand il arrive ici, le blanc touchait 30% de plus que lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une prime d'expatriation. Alors vous voyez, il y avait la discrimination au niveau des salaires, au niveau de l'emploi, donc il fallait vraiment faire quelque chose. Alors, je voudrais quand même vous dire aussi quelque chose. Il y a l'abbé Maloula, le futur cardinal, il s'est rendu en Belgique lors de l'exposition universelle. Il a fait une conférence sur l'âme noire et il est revenu un peu sur les propos tenus dans le manifeste de conscience africaine. Et il a dit ceci, pour répondre à votre question, il a dit ceci: psychologiquement, les Blancs aimeraient donner l'indépendance un quart trop tard. Les Congolais aimeraient avoir l'indépendance un quart trop tôt. Il vaut mieux un quart trop tôt qu'un quart trop tard. Donc voilà pour répondre à votre question. Ah, donc pour vous, si on comprend bien, ce débat n'a pas lieu d'être. Bon, disons que oui, il n'a pas lieu d'être. Hein. Nous avons une indépendance. Dans des conditions, nous l'avons eue. Nous ne pouvons pas regretter d'avoir eu la liberté, mais c'est à nous, Congolais, maintenant de nous organiser pour que notre pays soit sur les rails comme nous le voulons. Professeur, il y a une catégorie de personnes qui interviennent également dans l'histoire. Vous en parlez dans un de vos ouvrages, quelque part. Il s'agit des évolués, voilà. Du Congo belge au Congo indépendant, 1940-1960, émergence des évolués et genèse du nationalisme. Qui sont-ils, les évolués? Bon, les évolués, on pourrait dire ce sont les intellectuels de l'époque. C'est-à-dire ce sont des personnes sur le plan instruction qui avaient fait au moins 4 ans d'études post-primaires. Ce sont des personnes qui occupaient des responsabilités dans leur métier, comme les assistants médicaux, comme les chefs de gare, les assistants agronomes, ceux qui étaient au niveau de la poste, donc les gens qui avaient été instruits, des gens qui touchaient un certain salaire, et c'était des personnes aussi qui, on disait, qui avaient le loyalisme vis-à-vis de l'autorité. Vis-à-vis de l'autorité, ce sont des gens qui allaient un peu dans le moule de ce que le blanc voulait. Ce que le blanc voulait. Et les évolués, leur rêve, c'était d'être assimilés aux blancs.
Donc, dès l'après-guerre, ils voulaient être assimilés aux Blancs. Ils vont faire des revendications dans le pays. Et ça commence, on les voit au niveau d'Elisabethville, on les voit au niveau de Luabo, Kananga, on les voit à Stanleyville, Kisangani, on les voit ici à Kinshasa, donc un peu partout. Ces intellectuels ont voulu qu'ils puissent être assimilés aux Blancs. Ça, c'est dans les années d'après-guerre. On va leur accorder d'abord en 1948 le mérite civique, un statut de mérite civique. En 1952, on va leur accorder l'immatriculation, le régime d'immatriculation, mais ils vont sentir que ce n'est pas ce qu'ils cherchaient. Eux, ils voulaient vraiment être assimilés aux Blancs. Ce n'est pas le fait d'aller assister au cinéma qu'on projette pour les Blancs, ce n'est pas le fait d'entrer dans un café ou de dormir dans un hôtel pour Blancs, ce n'est pas ça qui les intéressait. Ils voulaient être vraiment assimilés aux Blancs, que ce soit sur le plan de l'emploi, qu'ils soient respectés et non pas être obligés de sortir chaque fois leur carte pour dire bon, écoutez, moi je suis un immatriculé, moi je suis mérite civique. Ils vont donc constater que ce n'est pas ce qu'ils demandaient et peu à peu, ils vont se dire non, nous avons nos langues, nous avons nos coutumes, nous sommes des Congolais, nous sommes des Noirs, nous sommes des Bantous, nous ne pouvons pas revendiquer d'être de Blancs. Et finalement, donc, ils vont en arriver à dire non, nous ne voulons pas être nous ne voulons pas être des Noirs, et ça va apparaître dans le manifeste de conscience africaine. Dans le manifeste de conscience africaine, on voit que les évolués se sont retournés. Ils se sont retournés, ils disent non, nous voulons être des Congolais, des Noirs avec nos coutumes. Et c'est ce qui va ressortir après avec l'authenticité de Mobutu. Mobutu ne fera que reprendre, disons, cette nouvelle attitude des évolués. Des évolués qui sont revenus. Oui, professeur, nous allons revenir sur ce plan d'émancipation. Peut-être une dernière question. On sait que Van Bilsen a fait un plan dans lequel on trouvait beaucoup de choses comme la formation qui est demandée pour les citoyens du pays. On sait également que ce plan n'a pas été mis en application dans son entièreté, si pas une partie. Mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui de se rattraper et de mettre en forme les côtés positifs de ce plan? Bon, je voudrais peut-être revenir sur une chose. Van Bilsen n'a pas fait un plan. Van Bilsen a invité à faire un plan. Hein? Donc lui n'a pas fait un plan bien ordonné, il a invité les autorités à faire un plan. Et ce plan qu'il voulait, qu'il désirait, devait être avalisé par le Parlement. Donc il fallait que le Parlement puisse avaliser. Alors maintenant, vous dites, est-ce qu'on ne peut pas refaire? Bon, il n'est jamais trop tard pour un pays. Il n'est jamais trop tard. Nous avons eu dans ce pays plusieurs réunions. Il y a eu par exemple la conférence nationale souveraine où on a voulu remettre les choses à plat. Je crois que vous vous souvenez de ça. Donc il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il faut que les Congolais le souhaitent et le veuillent. Nous disons, nous clamons, nous allons avoir un Congo émergent en 2030, je crois que c'est cette année 2030, bon il faut 2030, nous sommes en 2018, donc ça nous fait 12 ans, donc il faut maintenant dire, nous voulons être émergents 2030, nous sommes en 2012, bon maintenant quels sont les objectifs que nous visons et quel est le timing? Parce que c'est ce que Van Bilsen avait mis, il faut des objectifs et il faut un timing. Donc nous plaçons la barre à telle année, nous avons, disons, ce délai. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Année par année, nous pouvons suivre et voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour, disons, arriver à ce Congo émergent. Alors, professeur, peut-être un dernier mot sur cette page d'histoire rattachée à l'indépendance. Bon, il n'y a pas longtemps, nous fêtions les 50 ans. Maintenant, nous sommes 58 ans. Comme ça passe vite. Bon, et ça passe vite. Ça passe vite. Donc, maintenant, il faut que les Congolais... Je crois que
année par année, ou jour après jour, les Congolais doivent se dire bon, qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire pour que leur pays aille de l'avant. Si vous voyez le manifeste de conscience africaine, il y a une phrase qui pourrait être comme un phare. Il dit ceci: le Congo est destiné à être une grande nation. Le Congo est destiné à être une grande nation. Bon, c'est à nous maintenant de nous dire, si nous voulons que le Congo devienne une grande nation, que devons-nous faire? Hein? Est-ce que nous sommes conscients réellement, parce qu'il y a les pays africains qui font confiance au Congo, qui mettent des grands espoirs dans le Congo? Est-ce que nous sommes conscients que nous allons dans ce sens-là ou pas? C'est la question. On reste donc sur cette interrogation. Professeur, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bon, c'était un devoir de répondre, mais ce que je regrette, c'est que les Congolais ne réfléchissent au problème du Congo sur le plan scientifique qu'à certaines dates. Le 4 janvier, le 30 juin, le 17 mai, mais en dehors de cela, l'histoire, ils n'en ont cure. Vous voyez, nous écrivons des livres d'histoire, on dit que le passé peut aider les gens à ne plus refaire les mêmes erreurs, à aller de l'avant, mais les Congolais ne lisent pas, ça ne les intéresse pas. C'est le regret que je peux avoir, moi. Voilà, je crois que la population vous a suivi, comme pour dire que l'histoire du pays ne peut pas être une exclusivité seulement des historiens. Voilà. Il faut que tout le monde connaisse l'histoire. Elle est une chose tellement sérieuse qu'elle doit être prise en main par tout le monde. Merci beaucoup. Okay. Professeur. Ok, merci. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé cette page d'histoire avec nous.